Bonjour à tous, bienvenue. Voilà le petit délai de latence. Nous avons déjà quelques personnes qui se sont connectées. C'est aujourd'hui le numéro 66 de notre rendez-vous du Club des praticiens. Nous parlons de massage aujourd'hui. Je vous laisse le temps de vous connecter tranquillement. La question est la suivante. Comment bien se former en adéquation avec son projet? On va parler aujourd'hui de la conception du projet, de la préparation du projet on aura pour ce faire deux invités. Je reviens ici. Donc nous recevons tout d'abord Juliette Grolimund Desporter, si j'ai bien prononcé, je dois pas être très loin, qui a son centre de formation Care Ananda, et Étienne Gobin pour Main du Monde Formation. Donc je vais vous laisser vous connecter. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous n'êtes pas encore sur Esalib, vous avez le petit QR code ici pour pouvoir vous inscrire gratuitement. Je vais afficher cela ici, voilà. Et donc je vous souhaite bienvenue. Je vais vous laisser développer un petit peu plus votre présentation et ensuite nous aborderons les points. Pour la partie questions-réponses sera en fin de webinaire, à moins que vous arriviez à répondre en cours de route, comme je vous disais en préparation. Et puis, avant toute chose, avant de vous laisser la parole, je remercie toute l'équipe de Resalib en général et au niveau de la communication. Lisa, Capucine qui est en vacances et qui nous regarde peut-être, ainsi que la Fédération française de massage bien-être qui nous a aussi, qui a relayé aussi ce rendez-vous, et donc Déborah, Héloïse, ainsi que Alain et Fabrice qui avaient déjà participé en début d'année. Donc je vous souhaite un bon webinaire. Je change un petit peu, je vais enlever le QR code, on sera un petit peu mieux, voilà. Et je vous souhaite bienvenue à tous les deux. Merci Pascal. Bien la prononciation de mon nom, c'est Grolimoun de Porter, mais t'étais pas loin, effectivement. Effectivement, tu as dit l'essentiel. Moi, j'ai un centre de formation à Rennes, en Bretagne, qui s'appelle Karananda. Je suis praticienne et formatrice. J'ai créé une technique qui s'appelle le toucher présence, que j'enseigne. Et je fais partie du conseil d'administration de la FFMBE, comme Étienne, à qui je passe la parole. Oui, bonjour. Donc je suis Étienne Gobin, directeur de l'école Main du Monde de formation à Montpellier. Et je suis au conseil d'administration avec Juliette. Donc l'école existe depuis 12 ans aujourd'hui. Et donc nous formons des personnes, des futurs praticiens en massage bien-être. Merci. D'accord. Peut-être que si tu parles un tout petit peu plus fort, Étienne, là sur le début, Ah, ça coupait un petit peu. d'accord. Est-ce que Voilà. je recommence ou c'est bon? Bon, je pense qu'on va pouvoir enchaîner en tous les cas. Et puis, grâce à la communication mise en place, on avait déjà bien présenté vos profils, et vous retrouverez toutes les informations en description. Et pour rappel aussi, avant de démarrer, sur chaque plateforme sur laquelle vous nous suivez, il y aura un replay de ce rendez-vous. Voilà, donc on va démarrer, comme je le disais, sur la partie penser son projet en amont, activité à temps plein ou en complément. Donc là, on démarre avec Étienne, s'il te plaît. Je me permets de te tutoyer du coup en direct. Bien sûr. Donc, voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est donc de choisir son école, bien choisir pour se former et en adéquation avec son projet. Donc, avant de choisir son école, il est vraiment essentiel en amont de se poser des questions sur son projet. On découlera le choix de l'école. Donc, les bonnes questions à se poser vont dépendre de nécessite d'avoir bien identifié ses motivations. Donc, on va voir là, dans un premier temps, les points qui nous semblent essentiels, Juliette et moi, de se poser avant de se lancer. Par exemple, en premier lieu, est-ce que je souhaite faire une activité à temps plein ou est-ce que c'est un complément d'activité? On constate dans nos écoles que pour beaucoup de personnes, il s'agit de reconversion.
mais sur un public plutôt 35-55 ans, majoritairement féminin. Et donc, bah, pour tous, il y a eu déjà une activité préalable et une réflexion les oriente vers le bien-être. Pour autant, tout le monde ne veut pas changer complètement de vie et changer d'activité. Donc, pour certains, ça va être vraiment un complément. Et ça peut permettre de trouver seulement un équilibre dans sa vie en apportant une nouvelle activité. Donc ça, c'est déjà une des premières questions essentielles à se poser. Ça va définir aussi son projet futur et le choix de l'école. Alors effectivement, hein, tu as évoqué déjà cette première question de est-ce qu'on fait une reconversion ou est-ce que c'est un complément d'activité? Ça va permettre de donner des premières lignes. Il y a des questions qui sont essentielles à se poser aussi sur les modalités d'exercice. Est-ce que je veux créer mon activité en massant chez moi? Est-ce que je veux monter un institut? Est-ce que je veux trouver un emploi salarié dans une structure qui existe déjà? Est-ce que je veux proposer mes prestations en entreprise ou en établissement soignant, par exemple? Et tout ça, c'est des vraies questions aussi, parce que outre la gestion de son temps, à savoir est-ce que c'est un temps plein ou un complément d'activité, le fait de se poser la question de où est-ce que j'ai envie d'exercer et comment j'ai envie d'exercer va aussi orienter les choix techniques. Typiquement, quelqu'un qui voudrait travailler principalement en entreprise a intérêt à privilégier des techniques de massage assis, des techniques de massage habillé sur table, des techniques de réflexologie, des techniques de plus localisées sur le corps au niveau du crâne, au niveau de la tête, au niveau des mains, parce que la demande va être principalement et quasi exclusivement du massage habillé. Donc, il va falloir explorer en fait toutes les techniques de massage habillé et donc toutes les écoles qui proposent des techniques de massage habillé. À l'inverse, quelqu'un qui voudrait exercer en spa, faire du domicile, monter son cabinet, a vraiment intérêt à se former en massage à l'huile, quelles que soient les orientations, hein, californien, suédois, deep tissu, etc., etc. Mais aller vers des techniques de massage à l'huile sur table, parce que les gens qui viennent en séance individuelle, dans leur tête, même s'ils connaissent pas les techniques, ils sont dans l'idée d'avoir un massage du corps complet à l'huile sur table. Donc, toute cette réflexion autour des modalités d'exercice va permettre aussi de commencer à identifier un petit peu les différentes techniques et les différentes écoles. Ensuite, on va se poser la question des profils de clientèle à qui on va s'adresser. Et du coup, Étienne, je te repasse la main sur ce sujet. Merci beaucoup. Pour définir son profil, en effet, et notamment la partie réseau peut-être à démarcher, la géographie. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment l'importance aussi de bien donc, définir la clientèle qu'on veut viser. Et ça va aussi dépendre de son réseau déjà. Par exemple, si je fréquente une salle de sport, je suis sportif, ça peut être une belle opportunité que du coup proposer du massage sportif. Donc viser aussi cette clientèle-là. Ça peut être aussi à travers l'entreprise, différents réseaux que je dispose, des personnes qui sont dans tout l'univers du soin, comme les infirmières qui sont assez représentées, vont peut-être naturellement pouvoir proposer aussi des prestations dans des EHPAD, des hôpitaux, auprès de personnels soignants, et donc vont se tourner aussi vers donc certaines techniques, et ça va aussi ça peut définir le choix d'une formation et donc d'une école. Il y a également la géographie. Est-ce que je suis prêt à traverser la France pour aller choisir une école qui correspond vraiment à ce que je cherche, ou est-ce que je privilégie une école qui soit proche, dans un périmètre assez proche, ce qui limitera du coup les frais aussi de déplacement, c'est plus commode. Merci beaucoup. Sur la partie, pour cette première grande partie, la partie compétences, entrepreneurs, développement d'entreprise, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est un sujet absolument fondamental en fait. On voit des élèves qui se forment et qui apprennent plein de techniques et qui ont des super mains, mais qui n'ont pas les compétences qui permettent d'avoir ce profil d'entrepreneur. Il faut pas oublier que monter
une activité, créer une activité, c'est aussi la gérer au quotidien. Et la gérer au quotidien, c'est à la fois des compétences administratives, de gestion, faire toute sa com, etc. Donc, se pose à chaque fois toujours la question de est-ce que je délègue tout ça à quelqu'un? Et pour ça, il faut prévoir un budget. Ou est-ce que je le prends en charge et je m'en occupe? Et il faut acquérir des compétences. Cette montée en compétences, elle est extrêmement importante aussi sur ces compétences de gestion de projet. Et donc, Étienne, comme moi, c'est des sujets qu'on aborde dans nos formations, mais du coup, c'est là aussi un élément différenciant dans vos choix d'école. Est-ce que cette partie entrepreneuriale, elle fait partie du cursus de formation, ou est-ce qu'il faut que vous alliez chercher cette partie-là ailleurs, auprès d'un prestataire, d'une boutique de gestion, d'un accompagnement, etc. Moi, je fais une journée un peu de découverte autour de tout ça. Là où Étienne, par exemple, dans son école, il a un cursus long d'accompagnement, dont je te propose de parler un petit peu sur ce sujet, quoi. Oui, merci Juliette. Effectivement, donc la partie création d'entreprise est vraiment importante. Donc il ne s'agit pas d'apprendre à masser. Ça, c'est sûr, c'est important, mais ça, de toute manière, vous l'apprendrez. Mais c'est aussi, donc, un praticien en massage doit savoir gérer son activité, communiquer, donc c'est-à-dire se rendre visible auprès aussi de la clientèle. Il ne suffit pas de développer une activité. Faut-il que ma cible, mes clients futurs, soient informés que j'existe pour qu'ils puissent me contacter. Il y a toute la partie juridique aussi. Donc, tous ces aspects peuvent être donc aussi faire partie de la formation, avec des modules spécifiques. Donc, tout ça va dépendre, encore une fois, aussi de votre projet, hein, si c'est de la nécessité ou pas d'avoir vraiment des outils solides. Oui, typiquement, on en parlait, mais une naturopathe qui est déjà installée, qui a déjà sa clientèle, qui a envie de se former en massage pour pouvoir proposer aussi des massages à sa clientèle dans le cadre de son accompagnement en naturopathie, et qui a déjà toute sa structure de gestion qui est installée, n'a pas besoin de cet aspect-là. En revanche, quelqu'un qui vient nous voir en formation, en reconversion, ou comme primo-apprenant, et qui, si c'est une reconversion, était salarié avant d'une structure, etc., découvre complètement cet univers de com, de marketing, de comment je me fais connaître effectivement ce que tu disais, mais aussi comment je fidélise ma clientèle, comment je fais en sorte que les gens reviennent me voir, etc. Enfin, toutes ces dimensions-là qui sont vraiment incontournables pour que le projet reste viable dans la durée. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a des éléments qu'on retrouve sur un peu, j'ai envie de dire, toutes les disciplines. La reconversion, par exemple pour la sophrologie, on parle pas mal de personnes qui sont passées par le burn-out et qui souhaitent accompagner aussi derrière d'autres personnes. Et donc sur le côté, bien sûr, accompagnement, développement, bien sûr, de votre activité, vous pouvez vous appuyer sur notre équipe pour vous conseiller, déjà faire le meilleur profil sur Esalib possible. Et puis on est là aussi pour échanger sur tout ce qui va à côté, qui sera la fiche Google, une belle fiche Google, les réseaux sociaux, si on peut vous donner quelques conseils, vous être utile, et puis la partie aussi prise de rendez-vous lorsque vous y réfléchissez. Du coup, on conclut la première partie du point numéro 1, et maintenant donc passer du projet idéalisé à la vraie vie, et on enchaîne avec Juliette pour la réalité du métier de masseur, s'il te plaît. C'est ça. Mais tu as fait une très belle transition avec les apports de Resalib. C'est-à-dire qu'en fait, quand on passe du projet à la vraie vie, il faut absolument trouver des alliés. Et il faut trouver des alliés pour s'informer, il faut trouver des alliés pour, au fur et à mesure, sécuriser toute son activité. On insiste beaucoup avec Étienne sur la nécessité de s'informer. On est dans des métiers au niveau du bien-être qui sont constamment mouvants, constamment changeants, constamment dans le prisme des médias, des décisions qui sont prises sur la réglementation de nos métiers ou pas. Pour certains de nos métiers, c'est des métiers qui sont encore en construction. Il faut pas oublier que l'histoire du massage bien-être en France, elle est récente. Dans l'écriture des textes de loi qui nous ont permis d'exister, il y a la loi de modernisation de santé en 2016,
Il y a la fin de la Cour de cassation en 2021, c'est hier, c'est avant-hier. Et en fait, notamment, alors on est administrateurs tous les deux avec Étienne de la FFMBE, mais notamment dans notre activité quotidienne et notre implication à la FFMBE, on construit des projets qui nourrissent l'encadrement légal de nos métiers. Et quand on passe du rêve à la vraie vie, ben en fait, on apprend à mettre les pieds et les mains dans le cambouis et à découvrir au quotidien qu'est-ce que ça veut dire exercer un métier qui, aujourd'hui, n'a pas peu d'encadrement légal. On y travaille chaque jour pour que ça se développe. On est en train de rédiger une norme AFNOR. Il y a la fiche des 12-22 qui est parue chez France Travail l'année dernière pour définir le métier de massage bien-être, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui allait demander des financements s'entendait dire votre métier, il n'existe pas. Soit il faut aller vers l'esthétique, soit il faut aller vers la kiné, mais le massage bien-être, ça n'existait pas. Aujourd'hui, chez France Travail, ça existe. Il y a la fiche des 12-22. Mais en fait, c'est aux apprenants de savoir qu'elle existe, parce que quand ils vont voir un conseiller chez France Travail, en général, le conseiller, il ne sait pas que cette fiche, elle existe. Donc, il y a un travail de veille, il y a un travail de recherche d'infos, il y a un travail de documentation qui est indispensable. Et des acteurs comme Resalib, des acteurs comme la FFMBE sont absolument incontournables à suivre sur les réseaux, sur les newsletters, etc., pour s'informer constamment et être le plus juste possible avant de se lancer dans son projet. On peut citer également la CNPL, hein, Bien sûr. l'occasion de se retrouver pour certains d'entre nous. Et puis le FCBE, enfin il y a plein d'acteurs, hein, on pourra les citer éventuellement en commentaire si tu le souhaites. Mais ce travail d'information constante, il est pour moi indispensable quand on est en phase de projet, avant de se lancer dans la vraie vie, pour aller travailler dans un secteur sur lequel on a déjà des repères essentiels pour travailler. Merci. Étienne, concernant les coûts, la faisabilité, qu'est-ce qu'on peut préciser sur ce point-là? Alors, effectivement, donc, la faisabilité de son projet, ça va nécessiter de calculer, en fait, si ma future activité va être rentable. C'est essentiel parce que c'est une activité professionnelle et donc le but est donc de pouvoir retirer un revenu. Que ce soit un revenu complet dans le cas d'une activité à temps plein ou un complément de revenu aussi si c'est une activité complémentaire. Donc là, pour cela, il va falloir quand même faire un business plan. Alors, c'est-à-dire faire une étude de la concurrence, des frais engendrés. Ça va définir le besoin de trésorerie, c'est-à-dire de combien j'ai besoin pour me lancer dans cette activité. Est-ce que je vais pouvoir retirer un revenu qui correspond à mes besoins? De définir aussi quelles sont ses attentes personnellement en termes de revenus. Ça peut faire un peu peur tout cela, mais en soi, c'est pas très compliqué. Il s'agit ce sont des additions, de faire la somme des différentes charges que je vais avoir pour mon activité et également pour me former. La formation a aussi un coût, c'est ce qu'on va aussi voir par la suite. Et le coût aussi est directement lié au type de formation que je vais faire. Une formation longue et complète va forcément avoir aussi un coût en conséquence. Donc pour ça, vous avez aussi des outils qui peuvent vous aider. Éventuellement, le bon réflexe, c'est de rencontrer des conseillers dans les écoles qui peuvent vous aider avec leur expérience à étudier votre projet, vous faire un retour sur la pertinence de votre projet. Est-ce que vous faites des portes ouvertes? Ça existe encore ce genre de démarche ou... Oui, bien, voilà, les portes ouvertes sont par exemple un excellent moyen de pouvoir, on en fait nous par exemple 2 par an, pouvoir rencontrer les formateurs. Mais un autre moyen est tout simplement d'appeler une école, de prendre un rendez-vous avec un conseiller pour pouvoir
bénéficier de son expertise. Ok. Et puis après, c'est des sujets qui sont vus aussi tout au long de la formation. Et quand, alors on en parlera, mais pour les apprenants qui font le choix là d'aller dans des écoles qui sont agréées par la FFMBE, ils ont aussi l'accès à des e-learning qui sont créés par la Fédé et qui les accompagnent aussi sur ces sujets-là. Il y a tout un e-learning autour des coûts qui permet à l'apprenant au fur et à mesure d'identifier les frais fixes, les frais variables, de voir un petit peu ce qu'on paye à l'année, ce qu'on paye par mois, tous les trucs qu'on oublie au début quand on s'installe mais qui font partie de notre vie, les frais de linge, de buanderie, dans le matériel, pensez à tout, pensez à payer la SACEM, enfin les assurances professionnelles, etc. Et la médiation, enfin bon, il y a plein de choses auxquelles il faut penser. Et au départ, quand on se lance, je crois, dans une formation, ben on se dit il me faut une table, un peu de linge, de l'huile, et puis on pense pas forcément à tout le reste. Donc c'est aussi notre boulot à mesure de la formation de faire mettre en conscience petit à petit tous ces sujets qui sont importants. Ok, bah justement, le but ici, c'était de faire une petite conclusion. Je pense que c'est le cas. Est-ce qu'on doit rajouter quelque chose avant de parler plus en détail du parcours de formation? Écoute, non, je pense que c'est bien. C'était l'idée sur la conclusion, en fait, de rappeler que suivre une formation en massage, ça veut pas dire exercer comme praticien. Suivre une formation en massage, c'est apprendre de la technique et c'est se donner le temps de construire son projet. Exercer comme praticien, c'est effectivement faire un métier, et en faire un métier, c'est se confronter à des réalités, et c'est avoir besoin d'outils méthodologiques pour gérer son activité le mieux possible. Et il y a un passage de l'état d'apprenant à l'état de praticien qui nécessite effectivement tout cet accompagnement-là. Parfait. Eh bien, je vous propose de passer sur la deuxième partie, sachant qu'il est 12h37. On est plutôt dans le timing, on est pas mal. Merci, maître du temps. Absolument. Donc là, aujourd'hui, alors c'était peut-être le risque, on va dire, mais aujourd'hui, on est en effectif un peu réduit au niveau des spectateurs, mais on est quand même en équipe. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la partie formation. Autrement, pour les personnes qui nous suivront en replay par la suite, vous pourrez poser vos questions et on vous redirigera soit vers la fédération ou Étienne ou Juliette, ou vous aurez aussi bien sûr, on va mettre le QR code à la fin pour toute la liste des centres de formation agréés. C'est important de le signaler. Et donc, on démarre avec Juliette. Se faire masser est essentiel. Quel massage reçu, quelle technique appréciée ou non, et pourquoi? Oui, alors tu soulèves un point important. Moi, j'ai souvent des personnes. Alors, j'ai fait des portes ouvertes à un moment et j'en ai fait en visio aussi. Et finalement, je fais plus d'entretiens individuels en visio aujourd'hui pour accompagner les questionnements des apprenants en amont. Parce qu'en fait, chacun a vraiment une unicité de parcours. Et souvent, une des premières questions que je pose, c'est mais toi, vous, quand vous vous faites masser, vous aimez quoi? Parce que finalement, avant de se lancer dans un projet de formation, identifier ce qu'on aime recevoir, c'est super important. D'abord parce qu'en formation, on va être donneur et receveur. Donc, allez vous former dans une technique que vous avez plaisir à recevoir. Si vous allez vous former sur une technique que vous avez jamais reçue et qu'au bout de quelques heures, quelques jours, vous découvrez que vous aimez pas ça, ben vous allez être en souffrance plusieurs heures par jour. Parce qu'une bonne formation en massage, on donne et on reçoit. On se contente pas de donner. Quand on donne, on apprend des gestes. Quand on reçoit, on met en conscience tout le ressenti. C'est quand on reçoit le massage fait par d'autres élèves que d'un coup, on met du sens et de la compréhension sur les manœuvres, sur ce qu'elles apportent, sur ce qu'elles font dans le corps et ce qu'elles font dans le corps quand elles sont bien faites ou moins bien faites, ce qui est normal au cours du parcours de formation. Et du coup, identifier aussi ce qu'on aime, ce que le corps aime recevoir, ce que ça fait dans le corps quand on reçoit telle ou telle technique. Pour moi, c'est un premier axe d'orientation de son choix de formation qui est absolument fondamental. Si vous aimez pas le massage habillé et que vous aimez pas ressentir le massage habillé, eh ben, commencez par des techniques dénudées et des techniques à l'huile. Si vous aimez pas la glisse et que vous aimez pas l'huile, eh ben, explorez la relaxation coréenne, le massage thaï,
le hama, etc. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais allez d'abord vers quelque chose que vous aimez recevoir dans votre corps. Merci beaucoup. Alors Étienne, pour se renseigner sur les écoles, s'informer tout simplement, qu'est-ce qu'on peut dire dans les principaux éléments à savoir? Déjà, on peut dire que le choix aujourd'hui est vaste, car il y a plus de 300 écoles et certaines naissent tous les jours, et d'autres naissent tous les jours. À titre de comparaison, il y a de ça 30 ans, il y avait que 4 écoles en France. Donc, voilà, donc là, il y a un large choix. Donc, certaines écoles sont dites historiques. Donc, ça peut être intéressant déjà de voir l'ancienneté de l'école. Depuis combien de temps est-ce qu'elle existe? Et si elle existe depuis longtemps, quelle a été son évolution jusque-là? On peut aussi aller voir, parce qu'une école, ce sont aussi des formateurs avant toute chose, de voir qui sont-ils, quel est leur parcours, depuis combien de temps pratiquent-ils le massage, depuis combien de temps l'enseignent-ils, quelles sont leurs spécialités. Donc ça, c'est aussi très intéressant d'aller faire un tour d'horizon sur l'équipe pédagogique qui constitue cette école. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, après aussi, leur côté pédagogique. Donc, ils suivent une formation de formateur. Parce qu'on peut être très bon praticien en massage, mais mauvais formateur. Voilà. Donc, et l'inverse, c'est vrai. Ça, c'est aussi... Et l'inverse est évidemment vrai. Il y a des très bons formateurs qui, pour autant, ne sont pas des praticiens hors pair, mais qui sont doués dans l'art de transmettre. Et par rapport à l'agrément, pour la fédération, l'agrément, donc une trentaine d'écoles sur les 300 que tu as cités. Qu'apporte l'agrément et comment est-ce qu'on peut du coup l'obtenir, j'ai envie de demander? Oui, alors j'allais y venir. Évidemment, en tant que membre du conseil d'administration de la Fédération française de massage bien-être, évidemment, un des critères peut aussi donc d'aller voir sur le site France Massage l'annuaire des écoles qui proposent donc des formations, des courtes, longues, des formations qui correspondent à ce que vous recherchez. C'est un gage de qualité. C'est-à-dire que les écoles s'engagent à suivre un code de déontologie et du coup une certaine éthique, et vont aussi faire l'objet d'un contrôle par la commission donc, des écoles, donc de la Fédé, qui est dédiée à cela, des agréments, commission des agréments. Et donc chaque école s'engage à respecter ce référentiel métier. Ce cahier référentiel métier. Alors ça, je peux en parler un petit peu aussi parce que moi, je fais partie de la commission d'agrément justement de la Fédé. Donc, tu posais la question, Pascal, comment on fait en tant qu'école pour être agréé, hein, c'est ça, par la Fédé. Oui. Il y a un dossier déjà à adresser à la Fédé. La commission d'agrément se réunit et on étudie absolument tout, la structure des programmes, le parcours des formateurs, les modalités d'évaluation, les modalités de validation au cours de formation. Est-ce qu'il y a un jury à la fin? Est-ce qu'il y a un mémoire de rendu, etc. Comment sont ventilés les cursus? Est-ce que le nombre d'heures est conforme aux attendus de la Fédé, qui sont aujourd'hui de 210 heures de formation en présentiel en salle minimum, plus 90 heures de pratique supervisée, encadrée, pour arriver à un minimum de 300 heures de formation sur le cursus de formation initiale. Comment le référentiel métier, donc le référentiel métier, c'est ce qui nous a servi aussi à établir cette fiche D1222 avec France Travail dont on parlait. Le référentiel métier, il est constitué de 3 blocs. 3 blocs de compétences. Et donc, on vérifie aussi dans les programmes qui nous sont soumis par les écoles si c'est conforme au référentiel métier dans l'absolu, mais aussi dans le détail. Est-ce que ces 3 blocs figurent? Et on parlait tout à l'heure du bloc autour des compétences entrepreneuriales. C'est un bloc à proprement parler dans le référentiel métier. Donc, les centres de formation agréés, ils doivent être en ligne avec tout ça.
Voilà, j'ai affiché, comme vous l'aurez probablement remarqué, le QR code, le lien direct vers la liste de ces centres. Donc n'hésitez pas à flasher ça pour en savoir plus, ou vous le retrouvez très facilement sur le site de la fédération, la FFMBE. Merci beaucoup. Un point important. Participer à des ateliers. Est-ce que tu avais fini, Étienne, ou il restait quelque chose? Non, Autant pour moi. Justement, il y a d'autres points aussi qui peuvent être pour s'informer, très importants. Ce sont aussi les réseaux, donc les réseaux des anciens élèves et les avis éventuellement qu'on peut retrouver sur par exemple les fiches Google My Business qui permettent d'avoir donc un aperçu du vécu des personnes qui ont déjà fait la formation avant. Et pourquoi pas aussi se faire masser par seulement les anciens élèves pour voir un petit peu comment ils ont intégré ces techniques dans leur propre pratique. Donc, de toute manière, vous avez compris, si vous voulez faire ce métier, c'est vraiment important, et ça on vous le conseille vraiment, de recevoir. Allez voir ses concurrents et recevoir un massage, ses futurs concurrents. Ça peut que vous aider dans votre projet. Aussi, dernier point, et souvent c'est pas un des moindres, c'est avec la partie financement. À savoir que certaines formations peuvent être éligibles à certains financements publics de type CPF ou privé, pour aussi il y a différents types de financement, mais c'est loin d'être le cas de toutes les formations, de toutes les écoles, loin de là. Donc, certes, c'est un critère, on le comprend, important, mais il ne faudrait pas que cela vienne réduire le choix, que ce soit l'unique critère sur lequel faire le choix d'une formation. Parce que vous pouvez du coup vous restreindre sur des formations qui ne correspondent pas forcément à votre projet. Le risque, c'est ensuite un peu de regretter de l'être engagé sur une formation qui ne correspond pas à votre projet. Peut-être. Ok, super, merci beaucoup. Après, tu parlais de réseau. Je crois que sur Résalib, maintenant, on peut faire un tri aussi par école. Tu nous avais montré ça à un moment, si on peut identifier un praticien dans quelle école il s'est formé, donc ça peut permettre aussi... Pour certaines des écoles de la fédération, il y a ce système de badge, comme c'est le cas pour tous nos partenaires finalement. Syndicats, fédérations et centres de formation, écoles, en effet, on peut retrouver les praticiens sur l'annuaire dédié. Donc là, on a vérifié avec vous, avec le partenaire, la formation avec la vérification du certificat de formation, du diplôme quand c'est un diplôme parfois. Et donc absolument. Et puis c'est l'occasion de, j'ai envie de dire, presque lancer un appel ou un petit message en tout cas pour dire que s'il y a d'autres centres de formation intéressés, nous pouvons avancer sur ce sujet. Et puis de notre côté, chez Résalib, communiquer aussi un petit peu plus là-dessus. Donc on aura l'occasion de revoir cela ensemble avec plaisir. On passe du coup là, je pense que nous y sommes. Nous passons à la partie atelier, initiation, portes ouvertes. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse, on l'a évoqué juste avant le lancement du live. On a eu plus de 1000 praticiens, toutes disciplines confondues, sur l'annuaire, autre annuaire de la Journée mondiale du bien-être, avec une bonne partie des adhérents à la CNPL justement qui nous ont aidés dans cette démarche-là, notamment le SUPACH, je vais dire en partenaire principal. Et du coup, assez rapidement, pour l'année prochaine, on va commencer on va réfléchir à travailler comment améliorer tout ça, et on espère pouvoir faire quelque chose de plus grande ampleur encore avec vous et avec la fédération pour justement faire découvrir certains massages, le massage en général, certains massages. Et je te donne la parole, Julia, du coup. Mais dans les pistes à explorer aussi, tu parlais des portes ouvertes. Les portes ouvertes, c'est important. Étienne, tu parlais d'appeler une école ou de passer rencontrer effectivement des formateurs. On évoquait le fait de rencontrer des anciens élèves qui sont devenus praticiens et de se faire masser par eux. Après, il y a aussi, avant de se lancer dans une formation longue, impliquante en temps et impliquante financièrement, aller faire des ateliers d'initiation.
toutes les écoles quasiment proposent des ateliers d'initiation en journée, en soirée, le week-end, quelques heures, un jour ou deux. C'est le meilleur moyen en fait de voir, de sentir si la pédagogie de l'école vous convient, si les locaux vous plaisent, si l'ambiance qu'il y a dans les groupes vous convient pour un projet de formation. Mais c'est important en fait d'aller. C'est un peu comme le fait de se faire masser pour identifier une technique. Avant de se lancer à pieds joints dans une formation, aller faire des tests à moindre échelle de temps et d'implication financière. C'est du test grandeur nature avant de se lancer dans un cursus de formation. Et je pense que c'est important d'aller aussi valider l'approche pédagogique avant de se lancer dans une formation longue. Merci beaucoup. Étienne, sur ce point-là, où on attaque la suite peut-être directement? Oui, on peut continuer donc, sur la suite. Donc, concevoir le parcours de formation. Tout à fait. C'est ça, voilà. Donc déjà, la conception de son parcours de formation peut prendre différentes formes. Évidemment, on peut choisir une école et faire tout son cursus dans cette école. Mais on peut aussi se former dans plusieurs écoles. Ça, c'est possible. Certaines écoles vont proposer une technique dite souche qui va être développée tout au long de la formation. Et d'autres proposent un large catalogue de techniques de massage. Et les personnes vont concevoir leur programme à partir donc, de ces techniques-là. Donc ça aussi, c'est différentes formes de pédagogie dans les écoles qu'on va retrouver. C'est important de voir qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous souhaitez offrir à votre clientèle, quel futur praticien vous souhaitez devenir. Ok, très bien. Et donc du coup, au niveau des techniques souches ou des modules à la carte, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces points-là, s'il vous plaît? En fait, nous, on est représentatif de ces deux approches-là. Étienne, au niveau de Main du Monde formation, il a plus un catalogue de techniques où les gens peuvent faire un peu, tu me dis si je me trompe, hein, mais ils peuvent piocher dans les différents modules pour concevoir un parcours un peu à la carte et tu les accompagnes par rapport à ça. Moi, j'ai déposé une technique à l'INPI et donc en fait, je vais transmettre ma technique avec ses déclinaisons sur table, sur chaise, au sol, habillé, dénudé, mais quelque part, je suis toujours dans ce qui va être caractéristique de mon approche en massage, dans la relation clientèle, dans le savoir-faire. Et ça, c'est aussi deux grandes approches qui vont être importantes dans le choix d'une école pour se former. C'est est-ce que j'ai envie de me former à plein de techniques et de pouvoir avoir ensuite en clientèle un catalogue quelque part de techniques à proposer à ses clients, ou est-ce que je suis plus dans l'idée de proposer des séances un peu plus personnalisées sur mesure, mais où les gens vont pas venir chercher telle ou telle technique, ils vont venir chercher une main, ils vont venir chercher un relationnel, ils vont venir, voilà. Et là aussi, je pense qu'en fonction de la nature, de la personnalité qu'on a, on va avoir envie plus de se former à plein de techniques ou plus d'aller vers une technique souche qui nous constitue quelque part dans notre existence professionnelle. Et les deux ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire qu'on peut se former d'abord à une technique souche et après compléter son parcours avec plein de modules à la carte. Et on peut avoir découvert plein de techniques à la carte pour voir avec quoi on fonctionne bien et après faire une formation plus longue ou plus souche sur sa technique de prédilection. Donc, les deux approches sont complètement possibles. Ok, et merci beaucoup. La seule limite que nous, on voit à la Fédé et avec Étienne, et je pense qu'on le partage avec d'autres formateurs, c'est le fait que le toucher, ça prend pas en vidéo et que on peut utiliser la visio pour faire plein de trucs. C'est des supports de révision qui sont super, la vidéo, mais on n'apprend pas à toucher un corps au travers d'un écran. Enfin, là, pour le coup,
C'est Ça, c'est pas possible. c'est le dernier point en effet abordé. Et puis là, de la même manière, si on revient sur les partenariats ou en tout cas des échanges que je peux avoir sur d'autres disciplines, la réflexologie ou toute discipline où on suppose qu'il y a un contact à un moment donné, c'est sûr que la formation en ligne, c'est quand même, ça semble tout à fait compliqué. Si ça permet d'apporter des éléments plus théoriques ou autres, voilà. Je vois que vous me partagez le livre blanc. On va le remettre peut-être on le mettra en, comment dirais-je, on le mettra dans la description. Oui, c'est parce que j'étais en train de parcourir vite fait les questions et que je voyais quelqu'un qui disait, du coup, si je vous comprends bien, le terme massage n'est plus réservé au kiné. On pourrait faire un webinaire que sur ce sujet. Mais effectivement, depuis la réécriture depuis la loi de modernisation de santé de 2016 et toute la réécriture du code de santé publique, il y a des articles spécifiques là-dessus qui font que le terme massage n'est plus réservé aux kinés. Les kinés s'occupent de massage thérapeutique, mais le mot massage est ouvert désormais à d'autres métiers, notamment les métiers du bien-être. Et donc, je t'ai mis le lien sur le livre blanc qui est vraiment le support à télécharger. Si vous voulez être à jour de la réglementation, vous téléchargez ça. Il y a 30 pages qui vont vous expliquer en long, en large, en travers où on en est aujourd'hui sur ces histoires de réglementation. Donc, voilà, c'est pour ça que je te l'ai mis dans le chat. Je l'ai partagé. On remercie Guillaume qui a démarré sur d'autres commentaires où j'ai pas forcément tout affiché, mais merci quand même. Et du coup, c'était la question, je pense, la plus importante. On aura aussi, donc s'il y a d'autres personnes qui souhaitent nous poser des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. On va Juste faire une conclusion. un autre petit sujet. On parlait visio tout à l'heure. Je crois qu'Étienne, tu voulais aussi attirer l'attention sur les offres super alléchantes sur les réseaux qui vendent du rêve, mais qui vendent que du rêve. Enfin non, elles vendent de l'arnaque aussi, mais donc. Voilà. Alors là, bien sûr, on ne peut pas citer de nom, on ne le fera pas, mais voilà, on voit vraiment des fois des offres qui sont très problématiques sur l'offre, alléchante en termes de prix, des formations 100% en ligne qui vous garantissent derrière un diplôme, mais aussi des formations très chères sur quelques jours qui vous garantissent qu'en 3 jours ou 5 au maximum, vous allez devenir le meilleur praticien de France. Gagner des sommes faramineuses, faire votre com, créer votre entreprise. Voilà. Donc, comme sur Internet, comme partout aujourd'hui, il faut avoir une certaine vigilance pour ne pas être dupe et savoir faire quand même la différence entre une vraie école qui propose un cursus sérieux et des entreprises qui sont uniquement là pour faire du fric et qui ont très peu de considération pour vous et votre projet. En fait, il faut pas se leurrer, il n'y a pas un métier qui s'apprend en 2 jours ou en 3 jours. Et en 2-3 jours, on peut éventuellement imiter un protocole, mais on n'apprend pas à masser, on n'apprend pas à écouter un corps, on n'apprend pas à lire les tensions, on n'apprend pas à répondre à un besoin, et on apprend encore moins à monter son activité professionnelle. Donc, c'est de la poudre aux yeux, c'est très instagrammable, c'est magnifique, mais derrière, si à la Fédé, on est appuyé sur un référentiel de 300 heures, et s'il y a que 30 écoles qui sont agréées, c'est pas tout à fait par hasard. Eh bien, merci beaucoup. Du coup, ça fait déjà office de conclusion. Est-ce que vous souhaitez faire un petit récap là dans ces dernières minutes et puis de voir s'il y a d'autres questions? On remercie encore Guillaume pour sa franchise sur cette question. Et du coup, oui, sur quoi souhaitez-vous conclure? Est-ce que là, enfin, moi, j'ai pas idée du temps. Est-ce que tu veux qu'on fasse une conclusion qui reprenne un peu les grandes lignes? Est-ce qu'on répond d'abord aux questions? Ça fait 45 minutes que nous sommes en ligne, donc on est bien, on est dans le tempo. Ok. Ce qui était important pour nous, je crois, c'était de sortir un petit peu du rêve, parce qu'on accompagne, je crois, beaucoup d'apprenants, que ce soit en visio, en porte ouverte ou en entretien, qu'importe, qui ont des étoiles plein les yeux à l'idée de faire nos métiers, et on en est ravis. Mais simplement, en quelques questions, on se rend compte que soit ils n'ont pas assez de connaissances
en amont déjà sur ce que c'est le quotidien d'un masseur bien-être, ou ce que c'est que de créer une entreprise, ou finalement le secteur du bien-être, ce qu'il définit, et que faire le choix d'une école juste parce que c'est la plus proche géographiquement ou parce qu'elle est très présente sur les réseaux, c'est pas toujours les bons critères. Et donc, on avait envie un petit peu de passer au crible à la fois les critères de reconnaissance, de qualité, de crédibilité, avec tout le travail de la Fédé, mais aussi de tous les grands acteurs du bien-être, de donner quelques petites clés pour que quand on explore un site internet avant de se lancer une formation, on se dise ah tiens il y a quoi comme logo, ah tiens il y a quoi comme agrément en termes de possibilités d'ouverture aux prises en charge et au financement. Tiens, c'est qui les formateurs? Ah, ils ont fait quoi comme parcours? Est-ce que c'est des élèves de l'année dernière qui en fait sont devenus formateurs comme ça par magie, mais qui ont jamais vu quoi que ce soit en pédagogie, qui ont jamais massé, qui ont jamais travaillé et à qui on a juste donné un protocole et ça permet de développer l'école parce que c'est quand même une réalité aujourd'hui? Ou est-ce que c'est des gens qui, comme nous, exercent depuis 10, 15, 20, 30 ans, ont suivi des formations de formateurs, des cursus longs et savent de quoi ils parlent parce qu'on travaille au quotidien en cabinet depuis des années et qu'en fait, un formateur, il faut qu'il ait des années de pratique, sinon il n'a rien à raconter à ses élèves. S'il est juste là pour faire imiter des gestes les uns derrière les autres, autant le faire en vidéo, effectivement, ça fera pas beaucoup de différence. Si le formateur, il est là vraiment pour partager sa pratique, son expérience, l'évolution du métier, ce qu'il a connu, et accompagner vraiment et le savoir-faire et le savoir-être, et qu'il a de la compétence pédagogique, là, il fait son job, quoi. D'accord, merci beaucoup. La Fédération française de massage bien-être, c'est tout de même plus de 1500 adhérents et presque 13 000 abonnés, j'imagine, à la newsletter. Donc voilà, je tenais à rappeler ces éléments-là. Moi, pour ma part, je vous remercie de nouveau, tous les deux, pour votre implication et toutes ces informations. Comme je le disais, tout sera disponible en replay. On va envoyer un mail et de la communication à ce sujet. Et puis, je vous souhaite un bel été à tous les deux, ainsi que toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui et qui seront en replay. J'ai pas encore de précision pour le prochain rendez-vous, mais je reviens vers vous très vite. Merci à toi beaucoup. de nous avoir invités. Merci Étienne de ce qu'on a pu préparer ensemble et de tout le boulot qu'on fait au niveau du CA. Il n'y avait pas de questions dans le chat que tu avais identifié sur lesquelles il y avait besoin d'apporter des réponses On n'a que Guillaume aujourd'hui qui était là, qui nous disait excellente conclusion, Juliette. Donc voilà. C'est cool. Ça se termine bien. Et comme je le disais, c'est vrai que peut-être la chaleur joue son rôle. Ensuite, on est sur une discipline très précise. Donc là, l'idée, je pense que c'est de pouvoir diffuser tout ça en replay. Et on aura peut-être d'autres questions par la suite. Voilà. En tout cas, c'était important de faire ce deuxième épisode sur le massage bien-être. Et je suis très content qu'on ait pu mener ça à bien. Merci à toi. Si jamais il y a des questions spécifiques, tu nous dis, on peut toujours mettre des infos en commentaire ou... Absolument, je vous remontre ça. On fait comme ça. Ok, extra. Merci à vous. Bel été. Bel été.